Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le bulletin Afrique maintenant. Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Emmanuel Macron, le président français, est attendu à Nouakchott en Mauritanie ce lundi midi. Le président français doit déjeuner à huis clos avec les chefs d'État africains qui participent au 31e sommet de l'Union africaine. Un sommet porté sur la lutte contre la corruption mais aussi des crises qui secouent le continent. Puis il doit avoir une réunion de travail avec les 5 chefs d'État du G5 Sahel et le président de la Commission de l'Union africaine. Au Burundi, les 4 Français interpellés il y a un peu plus d'une semaine et immédiatement écroués dans différentes prisons, notamment pour escroquerie, sont libres, nous dit Asta Sidibé. Leur bonne foi aurait finalement été reconnue selon des sources judiciaires. Relâchés un à un depuis mardi, ils ont quitté le pays samedi 30 juin dans la plus grande discrétion. Ce scandale s'est révélé être une affaire très sensible impliquant des millions de dollars et les plus hautes autorités de l'État. Les 4 ressortissants français arrêtés la semaine passée sont pratiquement blanchis selon des sources judiciaires contactées par RFI. Et ils ont pris le premier avion qui quittait Bujumbura après avoir reçu leur passeport des mains du procureur samedi matin. Même si officiellement l'enquête est en cours, continue, ont précisé les mêmes sources. Tout cela s'est fait dans la plus grande discrétion car le pouvoir du président Pierre Nkurunziza veut sauver la face, accusé officiellement de faux et usage de faux, escroquerie, constitution de sociétés fictives par le ministère de la Sécurité publique. Les 4 Français et leurs accompagnateurs burundais ont d'abord été incarcérés dans des prisons de sinistre réputation loin de la capitale. Mais il est très vite apparu qu'il s'agissait d'hommes d'affaires présents sur place pour prendre possession d'une société locale chargé du contrôle des appels internationaux en vue de prélever une taxe gouvernementale sur les communications. Cette entreprise, qui vient d'être rachetée par une société hongkongaise et dirigée par des proches du sommet de l'État, fait des millions de dollars de bénéfices et n'a jamais reversé des dividendes à son principal actionnaire depuis sa création 3 ans plus tôt. Les 5 personnes incarcérées ont été jetées en prison pour protéger le business des proches de l'État en question, explique de hauts cadres burundais qui dénoncent un véritable scandale qui ternit l'image du pays. Bujumbura a subi de fortes pressions. L'affaire a fini par se dégonfler et les Français ont été libérés. Seul leur accompagnateur burundais Donatien Ndayishimiye croupit en prison. Il serait la victime de luttes de clans au sein du régime burundais. Et on parle à présent du Soudan du Sud, violation du cessez-le-feu. Signé mercredi dernier, cet accord a été entré en vigueur samedi, mais il a aussitôt été mis à mal par de nouveaux affrontements entre forces gouvernementales et unités rebelles, nous dit Charles Cablan. Le cessez-le-feu devait être permanent. Il n'aura finalement duré que quelques heures. Aussitôt après l'entrée en vigueur, samedi, de l'accord signé la semaine dernière entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, les hostilités au Soudan du Sud ont repris. La rébellion a accusé les forces gouvernementales d'avoir lancé une violente attaque contre une position rebelle à Mboro, près de la ville de Vaux, dans le nord-ouest du pays. Selon le porte-parole militaire adjoint de la rébellion, il s'agit d'une attaque conjointe avec les milices du mouvement rebelle soudanais. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise a de son côté accusé les rebelles d'avoir mené des attaques coordonnées contre des positions de l'armée dans 4 États pour gagner le plus de territoire possible avant un cessez-le-feu définitif. Cette reprise des combats a en tout cas provoqué la colère du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation à Nouakchott samedi dernier. Il a appelé à prendre des mesures contre les protagonistes du conflit. L'Afrique de l'Ouest regorge des ressources énergétiques importantes dont la biomasse, le pétrole, le gaz, le charbon, l'hydroélectricité, le vent, le soleil et bien d'autres. Malheureusement, environ 180 millions de personnes ont des problèmes d'accès à l'électricité. C'est le constat amer fait par le ministre béninois de l'énergie, Dona Jean-Claude Oussou, à l'ouverture de la réunion des experts des ministères en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Les détails avec Fleur Kofi. Le secteur de l'énergie fait également face à des défis structurels, particulièrement un déficit de production d'énergie électrique, un coût élevé des services d'électricité, un système inefficient d'approvisionnement en énergie fossile et les contraintes financières pour l'accroissement des énergies renouvelables. Il est donc urgent de prendre des mesures idoines et durables afin de booster le développement du secteur de l'énergie et mobiliser les ressources financières correspondantes.
Cependant, il faut saluer les efforts fournis par la CEDEAO relatifs à la réduction systématique des coûts liés aux approvisionnements énergétiques à travers l'exploitation commune et partagée des ressources naturelles dans la région, l'interconnexion des réseaux électriques en vue de réaliser des économies d'échelle à travers un marché régional intégré de l'électricité et la promotion des énergies renouvelables. Le commissaire de l'énergie et des mines de la commission de la CEDEAO, Sediko Douka, s'est dit persuadé que les décisions de la présente rencontre feront date dans le développement du secteur énergétique dans l'espace communautaire. Il a précisé que les sujets inscrits à l'ordre du jour sont autant plus importants les uns que les autres et touchent des aspects qui permettront d'accroître l'accès à l'électricité et aux services énergétiques modernes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines. Pour ce faire, il a exhorté les participants à des échanges approfondis et fructueux afin que leurs travaux débouchent sur des propositions concrètes, réalistes et exécutables au développement du secteur de l'énergie de l'espace CEDEAO. La liste du patrimoine mondial en péril s'est allongée la semaine dernière. L'UNESCO vient d'y ajouter le lac Turkana, plus grand lac désertique au monde, considéré comme le berceau de l'humanité. Le lac Turkana, situé au Kenya, est menacé par un barrage hydroélectrique, le plus haut barrage d'Afrique, construit par l'Éthiopie, menacé aussi par des projets d'irrigation sur son principal afflux. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sera de retour dès 9 h.